Et comme discuté, on va apprendre ensemble dans cette quatrième partie comment mesurer et optimiser la performance de vos campagnes. En commençant dans un premier temps par suivre les indicateurs de performance de taux d'ouverture à la conversion. Alors une fois le bouton d'envoi de votre campagne appuyé, il est absolument normal de vous ruer sur les statistiques de celle-ci. Bon, évidemment, quelques minutes seulement après avoir expédié votre superbe email, les seules informations pertinentes que vous allez trouver, ce sera de savoir si les campagnes est bien partie. Alors, et s'il y a en effet déjà quelques ouvertures. Regardons dans le détail de ce qu'il faut analyser afin de mesurer les performances d'une campagne. Et ce que veulent dire ces chiffres? Donc, c'est l'un des taux les plus regardés d'une campagne email. Il mesure principalement l'attractivité de votre objet et l'engagement de vos destinataires vis-à-vis de vos communications. Alors, analysez les performances de vos messages tout d'abord. Dans un premier temps, grâce au taux d'ouverture. Il se mesure en divisant les ouvertures par le nombre d'emails délivrés. Attention, dans certains ou certaines plateformes, on distingue le taux d'ouverture unique ou taux d'ouvreur. Du taux d'ouverture absolu, on compte alors ici les ouvertures multiples d'un même destinataire. On a l'habitude de dire qu'au-delà de 20% d'ouverture, on a un bon résultat, alors qu'en dessous, ce ne serait pas terrible. C'est un peu caricatural, mais pas loin de la vérité. Même si certains secteurs d'activité franchissent facilement les 35% d'ouverture et d'autres arrivent difficilement à 12%. Alors, le taux de clic résume les performances globales de l'email, attractivité de l'objet, engagement de la cible, ainsi que la pertinence et l'efficacité du message. Il se mesure en divisant les clics par le nombre d'emails délivrés. Attention ici, de nouveau, à distinguer les taux de clic uniques au taux de clic absolu. Si le deuxième chiffre peut être intéressant à suivre, c'est surtout le premier qu'il faudra suivre. Il est difficile de vous dire ce qui est un bon ou un mauvais taux de clic. Je pense celui-ci est volatile entre les différentes cibles et activités. On peut facilement passer de 1% à 6% en fonction des annonceurs. Les taux de réactivité. Alors, le taux de réactivité est un très bon indicateur de performance de votre message. On l'appelle aussi CTOR en anglais ou bien Click-Through on Open Rate. De manière générale, un taux de réactivité sous 10% devra être optimisé par des changements dans le contenu. Au-delà de 20%, on obtient de très bons résultats. Le taux de réactivité se mesure en divisant les clics par le nombre d'ouvertures. Il faut de nouveau, encore une fois, faire attention à distinguer ouvreur et cliqueur unique du nombre total d'ouvertures et de clics. Saisissez-vous des autres KPI de l'email. Alors, si les trois indicateurs vus ci-dessus sont les trois qui vous permettront de juger de la performance pure d'un email,
Il en existe de nombreux autres. Nous reviendrons d'ailleurs dans la partie 5 de ce cours sur les indicateurs de délivrabilité, comme les bounces, les plaintes par destination, etc. En attendant, voici quelques indicateurs qui peuvent vous intéresser. Premièrement, la carte des zones chaudes. Alors, l'idée ici est d'avoir un aperçu visuel des zones de votre email qui ont déclenché le plus grand nombre de clics. Ici, on a un exemple des zones chaudes sur un email. Par exemple, on a le bouton Je m'inscris, on a le clic sur les différentes icônes des réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, etc. On a aussi le téléchargement de l'application sur App Store. Donc, on a le clic sur le site en question, etc. Par exemple, dans l'email qu'on peut voir sur la photo, les zones chaudes d'ici sont purement fictives. On peut voir que le logo, comme on a dit, du site prend 30% de l'ensemble des clics de l'email et il appelle à l'action « Je m'inscris » seulement 20%. C'est probablement que ce dernier est placé trop bas dans le message. On notera aussi que 15% des clics partent vers la désinscription, ce qui est un score important. Et nous reviendrons aussi prochainement sur cette notion. Alors, le heatmap permet donc de comprendre un peu mieux le comportement du cliqueur et donc de commencer à prévoir des actions d'optimisation. Le deuxième point, ou le deuxième KPI, c'est l'environnement d'envoi. Alors, l'email est largement mobile selon de nombreuses études. Les ouvertures mobiles atteignent régulièrement 50% des ouvertures d'un email. Il est donc important de connaître ces chiffres afin d'optimiser le design et l'intégration de vos emails en fonction de l'usage de vos destinataires. Et sur l'image, on peut voir un comparatif ou des comparatifs des terminaux, messagerie et de leur version. Alors, sauf pour Gmail bien sûr, il est possible de connaître le type de terminal sur lequel est affiché l'email. Alors, le nom du client email ou du navigateur et dans certains cas, la version du client email. Le KPI suivant, c'est les filtres divers. Alors, une autre manière de travailler les taux d'ouverture, de clic et de réactivité et de les analyser à travers des filtres. Alors, cela peut permettre de vérifier les performances de vos messages par type d'audience. Par exemple, si l'on reprend notre exemple de la campagne aérienne, alors sur une campagne, on voyait très largement pour promouvoir une nouvelle destination, il peut être intéressant de comparer les résultats de campagne sur différentes audiences. Voyageurs, long courrier versus moyen de courrier, parisien versus reste de la France, type de famille, jeunes, sans enfants, famille, senior, etc. Alors, de cette manière, vous pourrez valider vos choix de ciblage et de message. Si les comparaisons démontrent de faibles écarts de performance, c'est qu'il n'y avait pas besoin de différencier les cibles simplement. Alors, dans le cas contraire, si par exemple on se rend compte que les Parisiens ont surperformé par rapport aux autres, alors il faut en tirer des conclusions pour les prochaines campagnes. Le KPI suivant, c'est la mesure de la conversion. Alors, comme on l'a vu plus haut,
Les fourchettes moyennes sont assez larges quand on parle des résultats de vos campagnes. Alors, sur des taux d'ouverture, on peut avoir des entreprises qui ont entre 12 et 40% en moyenne. Il est donc important de vous comparer à la concurrence afin de comprendre si vous êtes bon ou moins bon. Alors, l'ouverture, clic, etc., les étapes suivantes sortent de l'email plutôt sensu puisque vous n'êtes plus dans l'email. L'idée est donc de mesurer les actions espérées, comme la prise de rendez-vous, l'achat, le téléchargement d'un catalogue et bien d'autres. Et mesure le plus souvent le taux de conversion en faisant nombre de réalisations de l'objet divisé par le nombre d'emails délivrés. Et à la fin de ce chapitre, pour résumer, on a appris principalement à faire le suivi des indicateurs de base comme le taux d'ouverture, le taux de clic et de réactivité, à observer les zones chaudes de vos emails pour comprendre le comportement de clic, à prendre le temps de comprendre l'environnement d'affichage de vos destinataires. On a appris aussi à dépasser les indicateurs de l'email et calculer vos taux de conversion. Et enfin, que vous devez vous renseigner sur les chiffres du marché. Nous allons maintenant prendre le temps dans le prochain chapitre d'analyser un seul taux, le taux d'insatisfaction. C'est un taux qui vous permet de comprendre le niveau de satisfaction de vos campagnes. Alors, le taux d'insatisfaction est très simple à calculer. Il vous suffit de prendre le nombre cumulé de clics sur le lien de désabonnement. Et avant ça, je vous explique comment situer vos performances par rapport à la concurrence avant de passer à notre deuxième chapitre. Donc, ici, je vous présente quelques études qui peuvent vous aider à vous situer. Alors, premièrement, on a le benchmark de l'engagement global pluriel pour 2019 de SendGrid ici, comme on peut voir sur le tableau. Alors, en 2019, on a eu un taux d'ouverture de 14,5% contre un taux de 18,0% en 2018 et un taux de 14,6% en 2017. Et en 2016, le taux d'ouverture global était de 14,2%. Alors, en ce qui concerne le taux de clic global, en 2016, il était de 1,9%. En 2017, il est devenu, avec une petite baisse, de 1,7%, 2% en 2018 et 1,6% seulement en 2019. Pour le taux de clic à l'ouverture, il était de 13,6% en 2016, de 11,6% en 2017, de 11,1% en 2018 et a baissé en 2019 pour devenir seulement 10,9%. Finalement, pour le taux d'envoi mensuel médian, donc en 2016, il était de 9,8. En 2017, il a baissé à 8,1, à 7% en 2018 et a de nouveau augmenté en 2019 pour devenir 8,3%.
Ici, on peut voir un benchmark marketing de 2019 de Acoustique. On peut voir le taux d'ouverture par industrie, aviation, automobile, informatique, assurance, énergie, etc. On a la moyenne, médiane, troisième quartile et premier quartile. Maintenant, pour notre deuxième chapitre, comment interpréter le taux d'insatisfaction, comme on a expliqué. On va commencer par l'identification de l'insatisfaction. Alors, le taux d'insatisfaction est un taux qu'il vous faudra calculer grâce aux statistiques remontées par votre routeur. D'accord? Donc, il met en corrélation le nombre de clics sur les liens de désabonnement et le nombre de clics global d'une campagne. Un taux élevé montre une insatisfaction forte de vos abonnés. Ils n'ont pas aimé votre contenu, on va dire. Une insatisfaction élevée entraîne très souvent des problèmes de délivrabilité, voire la partie 5 de cette formation. Alors, sur vos campagnes marketing, on a dit à court et moyen terme. Alors, le taux d'insatisfaction est très simple, comme on a dit, à calculer. Il vous suffit de prendre le nombre cumulé de clics sur le lien de désabonnement que vous divisez par le nombre cumulé de clics au global de la campagne. Les clics qui est représenté par les clics sur les différents liens, plus les clics sur le lien de désabonnement. Et vous multipliez le chiffre obtenu par 100 et vous avez votre taux d'insatisfaction. Il est aussi simple à calculer. Voilà la règle. Alors ici, on part du principe que le taux d'insatisfaction est strictement inférieur à 20%, soit moins de 2 personnes sur 10 qui se sont désabonnés. C'est-à-dire, vos abonnés sont plutôt satisfaits de votre emailing. Deuxièmement, si le taux d'insatisfaction est compris entre 20 et 40%. Alors ici, entre 2 à 4 personnes sur 10 sont des abonnés ou se sont des abonnés. On constate un début d'insatisfaction. Il est encore temps de réagir en analysant le contenu du message et le segment utilisé. Troisième cas, le taux d'insatisfaction est strictement supérieur à 40%. Alors, dans ce cas, plus de 4 personnes sur 10 se sont des abonnés. Ceci dit que l'insatisfaction est très forte. Les problèmes de livraison sont peut-être déjà visibles. Avez-vous vraiment envoyé le bon message à la bonne personne? Est-ce que votre base de données a-t-elle été bien optimisée avant d'être utilisée? La partie suivante, utilisez à bon escient le taux d'insatisfaction. Vous allez me dire, mais pourquoi le surveiller si tout va bien ou presque bien? Alors tout simplement, car grâce à lui, vous pourrez échapper facilement à une catastrophe. Il vous suffit d'une seule campagne pour perdre votre réputation. Mais il vous faudra plusieurs semaines, voire mois, pour la regagner. Donc un gain de temps et d'énergie non négligeable. Alors, sinon, le taux d'insatisfaction permet de se fixer des limites à ne pas dépasser, évidemment. Par exemple, si vous êtes en période de solde et que vous souhaitez cibler un peu plus large,
vous pouvez vous dire qu'au-delà de 30% d'insatisfaction, vous arrêtez d'élargir votre cible. Alors, à la fin de ce deuxième chapitre, et pour le résumer comme on a l'habitude de faire, alors, peu connu et surtout peu suivi, le taux d'insatisfaction final est un indicateur clé qui mérite, tout comme les taux d'ouverture et de clic, d'être suivis de plus près. Le calcul est simple, surtout si votre routeur vous fournit directement les données, et la précision efficace. À vous, calculette maintenant. Alors, dans le prochain chapitre, nous allons voir quel reporting vous devez réaliser et maintenir régulièrement pour mesurer les performances de votre stratégie emailing. Alors, envoyer des campagnes emailing est une chose que beaucoup d'entreprises font plus ou moins bien. Mais mesurer les résultats de ces campagnes est souvent un point mal traité. Quand on demande à un responsable marketing s'il a une idée des performances de ces campagnes et de leur rentabilité, il botte souvent en touche. Pourquoi? Parce que les outils de routage offrent pour la plupart une vue à la campagne des résultats, alors qu'une véritable analyse nécessite de compiler des résultats, d'agréger des données et de les comparer par rapport à certains critères de votre activité qu'il est compliqué de retranscrire dans des outils standards, on va dire. Alors ici, on va voir l'importance du suivi temporel des performances. Alors, il est pourtant essentiel de connaître et suivre les résultats des campagnes emailing. La durée de vie d'une campagne emailing dure environ 3 à 5 jours seulement. Au-delà de 5 jours, les ouvertures et les clics sur la page se font plus rares. Toutes les semaines, vous pouvez répertorier dans un fichier Excel, par exemple, les résultats de vos campagnes. En ligne, vous écrivez ou vous écrirez les noms que vous avez donnés à votre campagne, puis en colonne, les différents indicateurs en pourcentage et en volume. N'oubliez pas d'inclure les conversions dans ce tableau aussi. Vous pourrez ainsi suivre les performances campagne par campagne. N'oubliez pas d'y inclure les résultats de vos tests A/B. On a vu dans le chapitre 4 de cette formation pour en tirer bien sûr des enseignements. Alors, puis, euh, trimestriellement, il est important de faire un bilan de l'efficacité de votre stratégie emailing. Vous pourrez alors, grâce à des tableaux croisés dynamiques, si vous utilisez Excel, agréger vos résultats dans le temps et faire une analyse temporelle par type de campagne, promotion versus relationnel par exemple, et par cible, par exemple prospect vs client ou actif versus inactif, etc. Le deuxième point, c'est le volume et le nombre de campagnes. Mesurer le volume d'emails envoyés permet de se faire une idée de l'activité emailing. Est-elle globalement à la hausse ou à la baisse? L'objectif est d'avoir un volume d'envoi qui soit assez stable, qui ne varie pas fortement d'une semaine à l'autre. Donc, si votre volume d'envoi varie trop fortement, vous risquez de réveiller les filtres anti-spam et de rencontrer des problèmes de délivrabilité encore. Donc, surveillez le nombre de campagnes envoyées
permet de se faire une idée de la pression commerciale exercée sur vos contacts et du niveau de ciblage des campagnes aussi. Troisième point, l'ouverture ou les ouvertures et les clics en taux et en volume. Alors, le taux d'ouverture et de clics permet de mesurer la performance des campagnes dans le temps. L'objectif ici est qu'il soit en constante hausse, surtout le taux de clic comme on a vu. Alors, on prendra les taux d'ouverture et de clic uniques distincts et non cumulés. Et on s'assurera qu'il s'agit bien du taux de clic satisfait, c'est-à-dire hors clic sur le lien de désabonnement. Quatrième point, l'insatisfaction et désabonnement. Alors, suivre l'insatisfaction et le désabonnement permet de vérifier si les contenus génèrent ou générés intéressent vraiment vos contacts. Alors ici, l'objectif est que ces deux taux soient en constante baisse. Un bon taux de désabonnement est strictement inférieur à 0,5%. Un bon taux d'insatisfaction est strictement inférieur à 20%. La satisfaction passe avant tout par un bon ciblage. Ainsi, les marques qui maximisent vraiment leurs clics et leur satisfaction sont celles qui ciblent leurs campagnes en fonction des centres d'intérêt de leurs contacts. Et en fait, pour les taux d'ouverture et de clics, donc le plus important n'est pas tellement les taux d'ouverture et de clics, mais le nombre d'ouvreurs et de cliqueurs. Donc, beaucoup d'annonceurs surveillent principalement les taux d'ouverture et de clics, alors qu'en réalité, ce qui est plus important, c'est c'est que vous convainquiez de plus en plus de contacts, justement. Alors, on passe au point suivant. Le cinquième, c'est les ventes et les conversions. Alors, les conversions permettent de mesurer la rentabilité d'une campagne. Alors, l'action attendue est différente d'un secteur d'activité à l'autre. Il peut être le nombre de produits ou de services vendus, le nombre de répondants à un formulaire, le nombre de prises de rendez-vous ou bien le nombre d'abonnements et bien d'autres. Il est parfois complexe que ces conversions soient remontées directement dans l'outil de routage. On suivra alors dans le tableau Excel le chiffre d'affaires généré pour 1000 emails envoyés. Donc, arrivant à la fin de ce chapitre, vous devez retenir deux points principaux. Alors, le premier, c'est que vous devez créer un tableau Excel et répertorier les indicateurs clés campagne par campagne. N'oubliez pas d'y inclure vos conversions et les résultats de vos tests A/B. De façon hebdomadaire, suivez vos résultats campagne par campagne. Deuxième point, trimestriellement, faites une analyse plus approfondie de votre stratégie emailing. Alors, dans le chapitre suivant, qui est le quatrième, alors nous verrons quel levier il faut activer pour optimiser les ouvertures et les clics. Et logiquement, baisser les désabonnements et l'insatisfaction des contacts. Alors, dans un premier temps, vous devrez travailler sur le trinôme
expéditeur, objet et pré-header. Il est donc primordial de jouer sur ces 3 leviers pour maximiser l'ouverture. Alors, une fois l'analyse effectuée, vous allez peut-être constater, on va dire que vos ouvertures et vos clics sont en baisse. Et vous souhaiterez booster ces indicateurs. Alors, comment faire pour augmenter le nombre d'ouvertures et de cliqueurs? Plutôt d'ouvreurs et de cliqueurs. Alors, avant même d'ouvrir un email, ce que vous voyez d'abord dans votre boîte email, c'est la liste des emails reçus. Dans votre boîte email affiche alors l'expéditeur, l'objet et le pré-header. C'est en lisant ce trinôme que vous allez décider si oui ou non vous allez ouvrir l'email. Alors, premièrement, on a le libellé d'expéditeur. Il doit être connu et stable. En général, peu de réactivité ou peu de créativité à ce niveau, vos destinataires ouvrent les emails s'ils ont confiance en l'expéditeur. C'est en général le nom de votre entreprise. Alors, le nom d'expéditeur ne doit pas varier d'une campagne à l'autre. Changer le nom d'expéditeur à chaque campagne est une pratique de spammer. Alors, le deuxième levier ici, c'est l'objet. Premièrement, il doit être court. Alors, un objet court est plus facilement retenu. Attention, un sujet trop court est dénué de sens. L'objet idéal comporte moins de 10 mots, moins de 50 caractères. Il doit surtout susciter l'intérêt. Et si votre cible vous le permet, n'hésitez pas à apporter un ton décalé. Accroché, accrocheur, un jeu de mots. Les mots les plus importants, bien sûr, doivent être placés au début pour attirer l'attention. Alors, si nous prenons l'exemple d'une société qui vend des alarmes, par exemple, l'objet augmentation des cambriolages, protégez-vous, marchera mieux que l'objet équipez votre maison d'une alarme. Alors, un autre exemple avec une société qui vend des abonnements magazines lors de la fête des mères. L'objet, pour toi, maman, avec tout mon amour. Point de suspension, va mieux marcher, ou va certainement mieux marcher que l'objet fête des mères offrir un magazine. Maintenant, le levier pré-header. C'est la phrase qui apparaît juste en dessous de l'objet. Alors, elle doit donc apporter des informations complémentaires à l'objet. Si nous reprenons l'exemple des alarmes, on pourrait écrire 2 maisons sur 3 équipées en ville. Pourquoi pas vous? Ne répétez pas le nom de l'expéditeur dans l'objet et le pré-header. Ça ne sert à rien. C'est une perte d'espace en fait. Ce qui fonctionne bien, les chiffres 4 raison 2, la question qui interpelle, que faire de vos cadeaux moisis et surtout, surprenez et intéressez vos destinataires. L'un des nombreux avantages de l'emailing est la possibilité de réaliser à chaque fois un test. Tester permet d'optimiser vos clics et donc vos conversions. Donc, réaliser de l'A/B testing. Qu'est-ce que l'A/B testing? Alors, l'A/B testing permet de tester 2 variantes d'un email envoyé, chacun aléatoirement,
sur une portion de la cible. Alors ensuite, la version qui a le mieux performé sera envoyée au reste de la cible. On a premièrement 2 variantes, puis sur une portion de la cible, puis le mieux performé. Expliquons chaque point à part. Alors 2 variantes. En fait, on peut tester et on doit tout tester, pour dire donc objet, préidaire, expéditeur, positionnement d'un bouton, libellé d'un call to action, couleur d'un bouton, image, design, fonctionnalité ou bénéfice à mettre en avant, façon d'annoncer un prix, emplacement, des éléments, moment de l'envoi et bien d'autres. Sur une portion de la cible, alors on prend généralement 10% de la base de contact. En tout cas, on s'assure qu'on a au moins 1000 contacts dans chaque segment. Alors 1000 étant un nombre assez représentatif. Puis on a ensuite, alors on aime bien laisser 24 heures ou en tout cas au moins 12 heures ouvrables. Comprendre ici, si j'envoie un test à B à 8 heures, alors la version gagnante partira dans l'idéal le lendemain à 8 heures. Ou alors si on est pressé le soir à 20 heures, on va dire. L'objectif est de laisser au contact le temps d'ouvrir et de cliquer dans l'email et donc d'avoir des résultats représentatifs avant de généraliser le test. Finalement, le mieux performé. Dans le taux d'ouverture, taux de clic, taux de conversion ou taux de désabonnement, voilà ce qui entraîne bien souvent un petit débat. Attention, ne testez qu'une seule variable à la fois. Si vous faites un test d'objet, ne changez que l'objet et pas le préidaire ou la créa. On ne saura pas quelle est la variante qui a véritablement eu une influence dans ce cas. Et puis, comme troisième point, donc, il faut réviser votre segmentation. Alors, la segmentation, et c'est vraiment ce levier qui va permettre de maximiser vos performances, peut être dans un premier temps basique. Par exemple, prospect, client, ex-client, etc. Vous pourrez ensuite affiner en fonction de la valeur du client, soit occasionnel, régulier ou carrément VIP. Mais la segmentation qui entraîne de meilleures performances est celle qui va cibler les intérêts de vos destinataires. Pour détecter les centres d'intérêt, plusieurs possibilités, soit par une demande à vos contacts, via un questionnaire de collecte par exemple, soit en fonction des achats précédemment réalisés, en fonction des pages vues sur votre site web ou encore selon les ouvertures et clics de vos newsletters. Le quatrième point, réalisez votre plan d'organisation. Alors, créez-vous un programme de test et incluez les tests dans votre planning d'envoi. Pour chaque test, décrivez l'objectif, l'approche et les indicateurs suivis. Par exemple, premier mois, de plusieurs axes d'objets, temps décalé vs temps factuel, tutoiement vs vouvoiement, promo versus question, etc. Deuxième mois, test du préidaire. Troisième mois, vous pouvez tester la phrase d'accroche dans l'emailing. Quatrième mois, faites un test du CTA. Couleur, emplacement, texte, forme. Cinquième mois, le jour d'envoi optimal. Sixième mois, le créneau horaire d'envoi optimal. Septième mois,
cible A versus cible B. Huitième mois, contenu promo vs contenu plus relationnel. Alors ensuite, répertoriez les résultats de ces tests dans votre tableau d'analyse, bien sûr. Enfin, créez la cible de vos enseignements. Alors, reprenez votre tableau de test précédemment vu et ajoutez vos résultats suite au test qu'on a vu maintenant. Alors, c'est la fin de ce chapitre. Pour résumer, alors pour maximiser les ouvertures et clics et baisser les désabonnements et l'insatisfaction, il faut deux choses. Alors, tout d'abord, travaillez vos objectifs et suscitez l'intérêt. Ne craignez pas les approches décalées. Deuxième chose, ciblez en fonction des intérêts de vos contacts.